d'évoquer Piotr en tant que scientifique. Pour le faire, nous avons le plaisir d'accueillir quelques-uns de ses collaborateurs et de ses élèves. Permettez-moi de commencer en présentant ceux qui sont autour de la table. Donc, Bernard Dujon, professeur à Sorbonne Université à l'Institut Pasteur, professeur émérite, vous tenez à le souligner. Membre de l'Académie des sciences, je pense qu'on ne devient pas émérite à l'Académie, donc membre actif de l'Académie des sciences. Voilà. Professeur Paweł Gawlik, professeur à l'Université de Varsovie, qui travaille à l'Institut de biochimie et de biophysique de l'Académie des sciences polonaises, et Aneta Konig-Gawlik, qui était la dernière étudiante en thèse de Piotr. Elle travaille actuellement, elle est scientifique, elle fait de la recherche indépendante également à l'Institut de biochimie et biophysique de PAN à Varsovie. Ok. Donc, bienvenue. Je suis sûre que personne ici ne protestera si je dis que Piotr était un grand scientifique. Mais j'aimerais qu'on discute un peu de qu'est-ce que cela veut dire exactement. Est-ce qu'il y a de la grande et de la petite science? Qui sont les grands hommes et les grandes femmes de la science? Et comment accède-t-on à ce titre? Et pourquoi Piotr fait partie de ce groupe très sélect? Paweł, peut-être on va commencer par vous. Oui, merci pour m'inviter. D'abord, je voudrais m'excuser parce que mon français n'est pas tellement excellent comme le français des autres participants au cette colloque. J'ai appris à parler français par usage en venant au labo de Piotr Slonimski, et la langue commune, la lingua franca de labo de Slonimski était du mauvais français. Du français qui était fonctionnel mais pas toujours très correct grammatiquement. Et dans une vieille, ancienne tradition académique, tradition de professeur, je vais commencer à parler de Piotr Slonimski par parler quelques mots sur moi et sur mes propres intérêts. Parmi mes intérêts scientifiques est aussi un dialogue entre des sciences naturelles et des sciences humaines, des sciences de lettres, qui sont deux cultures académiques très différentes, mais par contre maintenant on essaye de faire un dialogue, de faire un rapprochement de projets interdisciplinaires entre les deux domaines de la science. Il y a maintenant une institution à l'Université de Varsovie, la faculté des arts libéraux, artes liberales, qui est consacrée à des projets comme ça. Et dans le cadre de ces poursuites, j'ai lu un article disant que une des différences culturelles entre des sciences naturelles, des sciences strictes et des sciences humaines, la philosophie, les sciences de lettres, etc., c'est que dans sciences humaines, il y a une figure d'un maître qui est très important, un grand intellectuel qui donne l'origine à toute une école de pensée, qui a ses élèves, qui est un personnage célèbre. Vous connaissez bien la vie intellectuelle en France est pleine de personnages comme ça. Et par contre, en sciences naturelles, on n'a vraiment pas besoin de ça parce que c'est plutôt objectif. On a des expériences qui donnent des résultats sont corrects ou pas, des interprétations sont correctes ou pas, des mesurements, des calculations sont corrects ou pas corrects, et ça importe peu si c'est un grand professeur ou un étudiant qui fait ça. Bon, dès que j'ai lu cet article, ma première réflexion était l'auteur n'a pas eu du privilège de connaître Piotr Slonimski. Parce que Piotr Slonimski était vraiment un exemple comment, en sciences naturelles, on peut être un vrai maître, un vrai guide. Parce que c'est vrai que les expériences de calcul fonctionnent de même façon pour tout le monde, ou ils doivent fonctionner de même façon pour tout le monde. Mais il y a des scientifiques qui nous montrent la voie comment faire la science, qui posent des questions, qui donnent des résultats fondamentaux. Parce qu'évidemment, de grands scientifiques, ce sont eux qui font de grandes découvertes.
Et de grandes découvertes, ce sont des découvertes qui ouvrent de nouveaux voies, de nouvelles possibilités et de nouveaux champs de la recherche. Et bien évidemment, Piotr Słonimski a fait ça plusieurs fois. Souvent, de grands scientifiques sont ceux qui ont fait une seule découverte comme ça. Piotr, il a fait plusieurs jusqu'à ces dernières années. Et comme ça, il était un maître. Alors, qu'est-ce que c'est la science à la Piotr Słonimski? Il a dit que pour lui, la science, c'est 3 C. Curiosité, nous avons déjà entendu parler de ça, collaboration et compétition. Compétition, c'est évident. La science est très compétitive, mais aussi la collaboration. Quand on pouvait obtenir des résultats, obtenir de nouvelles découvertes par collaboration, Piotr a été toujours pour la collaboration, pour faire collaboration plutôt que la compétition. Et la curiosité. Qu'est-ce que c'est la curiosité à la Piotr Słonimski? C'était surtout la science fondamentale, la science qui pose des questions fondamentales. Nous avons entendu lui parler de ça dans le film qui était tourné pendant ces dernières années, qu'il a toujours voulu savoir comment ça marche, des questions vraiment fondamentales. Il a détesté des bureaucrates scientifiques qui lui ont dit que la science doit toujours donner des résultats pratiques, des applications, des inventions, des résultats économiques et tout ça. Il a dit, on n'a jamais obtenu rien en commençant la recherche en pensant de résultats pratiques. Il faut commencer par curiosité, des résultats pratiques viendront après. Mais c'est la curiosité qui est toujours au début. Et j'ai une petite anecdote à vous dire à cause de ça. Dans des années 2005, je pense, l'Institut de biochimie et biophysique d'Académie des sciences à Varsovie a organisé un colloque pour présenter de la recherche de tous les membres d'Institut, surtout des jeunes, des étudiants en thèse, des jeunes postdocs pour présenter. Et ils ont invité certains scientifiques étrangers comme des invités d'honneur, parmi eux Piotr. Piotr, il a toujours accepté des invitations comme ça. Jusqu'à cette dernière année, il est venu. Il a participé à toutes les présentations. Il a regardé tous les posters présentant des résultats. Et j'étais là. Il m'a invité de faire des parcours de présentation par poster avec lui. Et une fois, il s'arrête devant un poster présenté par un pauvre jeune étudiant en thèse. Et il lui demande, comme toujours, alors dites-moi, pourquoi faire ça? Et alors le pauvre a commencé, comme il a toujours fait, cette recherche est très importante parce que je m'en fiche si c'est important. Dites-moi, est-ce que c'est intéressant? C'était tout Piotr. Et pour moi, cette petite histoire est vraiment la sommaire, c'était Piotr en état pur. Je m'en fiche si c'est important. Dites-moi, est-ce que c'est intéressant? La science doit être surtout intéressante. Et je pense que pour nous, c'est aussi une leçon dont on continue à essayer d'enseigner à de générations de futurs. Je ne sais pas si c'est le temps maintenant de dire sur la levure, pourquoi la levure est intéressante. On va venir à la levure, d'accord? On va évidemment parler de la levure, mais dans quelques moments. Donc, moi j'aimerais réagir à une chose que vous avez dit. Vous dites que les grands scientifiques, ce sont ceux qui font de grandes découvertes. Moi, je pense surtout, et je pense que ça s'applique beaucoup à Piotr, que ce sont ceux qui posent de bonnes questions.
Bien entendu, la notion de la bonne question en sciences est une notion difficile. On peut en parler. Je sais pas, peut-être Bernard Dujon aurait quelque chose à dire. Évidemment, il n'y a pas la bonne question en sciences. Ces questions évoluent avec la science. Mais je crois bien que Piotr a posé beaucoup de bonnes questions. La grande et la petite science? Je ne sais pas si je suis mieux placé pour parler de la grande et la petite science. Je dirais que les grands scientifiques, il est clair qu'on parle ici de Piotr Slonimski comme un exemple typique de grands scientifiques. Les grands scientifiques sont ceux qui laissent une trace de leur présence dans leurs œuvres, dans leurs travaux. Alors on va parler de son œuvre ici, hein, et je voudrais tout de suite commencer par insister sur le fait que son œuvre est scientifique. Il y a des découvertes, il y a des nouveautés, des découvertes, mais son œuvre est aussi pédagogique, elle est aussi éducative. Et je pense qu'on aura un peu de temps de discuter de cet aspect qui a joué un rôle extrêmement important et à lequel on lui est tous redevables d'avoir joué un rôle éducatif très important pour ce pays et aussi, si je comprends bien, pour la Pologne. Alors, je ne sais pas ce que c'est un grand scientifique, mais je suis tombé par hasard sur un texte très intéressant de Laszlo Kovács, qui est donc à Prague, qui un jour a eu à présenter Piotr Slonimski dans une conférence importante. Il a fait un très beau texte, très élogieux, qui est un peu plus qu'une page, etc. Il explique ça, et j'ai souligné quelque chose qui m'a paru très intéressant parce que ça reflète parfaitement Piotr Slonimski. Il dit, pour devenir un bon scientifique, pour être un excellent scientifique, il y a 5 conditions. Première condition, trouver les bons sujets d'étude, les bonnes questions. C'est ce qu'on a dit. Hein. Deuxième condition, être capable d'imaginer le potentiel des nouvelles découvertes éventuelles qu'on va faire. Troisième condition, être suffisamment bien informé pour savoir que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a découvert une mine d'or. Et quatrième condition qui lui fait suite, se propulser immédiatement à la première ligne pour cette mine d'or et surtout mettre en place une équipe efficace pour trouver pour chercher l'or à votre place. Donc on a ici une défi et il dit Piotr Slonimski était parfaitement capable dans ces 5 aspects, surtout quand il a fait la génétique des mitochondries, il insiste parce qu'il a su. Mais en fait on retrouve cette signature dans différents aspects de l'œuvre de Slonimski qui effectivement s'étale sur 6 décennies, 60 années. Donc évidemment, comme il a été dit, la science en 60 années a été complètement bouleversée, c'était complètement autre chose, et on a trouvé, on en parlera peut-être, je ne sais pas si on aura le temps, mais on a trouvé à différentes étapes des contributions de Piotr Slonimski sur des sujets qui étaient variés, mais des sujets, des mines d'or qui s'ouvraient à l'époque où ça se faisait, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on peut ajouter également à ça qu'un grand scientifique, quelqu'un qui va poser des bonnes questions et faire de grandes découvertes, a besoin d'être certes discipliné, mais surtout irrévérencieux. Et je pense que Piotr peut se mettre dans ce domaine également. Ok, donc au cours de sa vie scientifique, Piotr a vécu plusieurs révolutions en biologie. En effet, je pense que tout le monde le sait, que depuis le milieu du XXe siècle, les découvertes conceptuelles et les développements technologiques en biologie se sont accélérés et continuent à s'accélérer à un rythme étourdissant. Je ne suis pas très sûre si un rythme est étourdissant, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. On a commencé par la découverte de la structure de l'ADN, le déchiffrage de codes génétiques. D'ailleurs, ce déchiffrage dans ses aspects les plus subtils est toujours en cours. On ne comprend toujours pas très bien comment on lit toute l'information complexe contenue dans l'ADN. Alors, la mise en place de nouvelles méthodes qui ont mené à la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle l'ingénierie génétique, puis à l'étude de la génomique et de sa sœur jumelle, la bioinformatique. Piotr a été témoin de tous ces événements et
également un acteur actif de certains entre eux. Et c'est maintenant de ces révolutions en biologie et de Piotr en tant que révolutionnaire scientifique que j'aimerais vous inviter à parler. Qui commence? Ah ben, comme vous voulez. Révolutionnaire. Alors bon, je crois que bon... Révolution. Alors moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des 6 pieds nickelés qui ont déjà été mentionnés. Comme je l'ai dit, Piotr Solinski a eu une carrière qui s'est étalée sur 6 décennies. Hein. En ce qui me concerne, je suis arrivé en 69. Et en fait, j'ai terminé en 78, donc 9 années, j'ai travaillé avec lui, j'étais étudiant en thèse et lui était professeur, comme il a déjà été mentionné. Donc voilà. Donc bon, alors la révolution. Alors il a été mentionné que effectivement la curiosité, c'est encore au tableau. Il était tout à fait clair que Piotr avait une curiosité à tout instant, une curiosité de tout d'ailleurs. Curiosité de tout. Je vais commencer par une anecdote qui représente sa façon de voir la science. Je crois que, comme je l'ai dit, et comme László Kovács le souligne aussi, c'était un artiste de la science, c'était un poète de la science, c'était quelqu'un qui signait, qui avait une patte, il avait une signature. On reconnaissait le travail de Solinski par le travail d'autres, c'est pas le même travail, hein, on reconnaissait. Donc je commençais par une anecdote. Il cherchait constamment la curiosité de phénomènes invraisemblables, impossibles. Parce que c'est là-dedans qu'il y avait des choses intéressantes à découvrir. Donc, il cherchait constamment, dans toute sa vie, à chercher des phénomènes impossibles, et il a commencé à travailler sur ces phénomènes impossibles, ceux qu'on ne comprenait pas du tout, parce qu'ils n'auraient pas dû se produire, en quelque sorte. C'était ça la raison. Alors, moi, je commençais ma thèse jeune étudiant, un grand professeur, un jeune étudiant, fait une manip, première semaine où j'étais au laboratoire, et on m'avait confié comme sujet. Alors à l'époque, il faut savoir que on avait les 2 premières mutations mitochondriales, c'est-à-dire des mutations qui affectaient la mitochondrie, qui tombaient dans la mitochondrie, sauf qu'à l'époque on ne savait pas comment ça marchait. Et il y en avait une qui donnait des résistances, alors des 2 qui donnaient des résistances à des drogues, des antibiotiques, la chloramphénicol et l'érythromycine. Et il y en avait une qui donnait des résistances à la chloramphénicol et l'autre à l'érythromycine. Très bien. Bon. Ces mutations avaient été trouvées, isolées, caractérisées. On était en train d'essayer de comprendre de quoi y retourner. Et on m'avait donné comme tâche de voir ce qui se passait quand on les croisait après avoir passé l'un ou l'autre au rayonnement ultraviolet. Bon, c'était le sujet de l'époque. Et donc je faisais ces manips, etc. Et puis regardez ce qui se passait. J'arrive au laboratoire un matin et je trouve sur ma table une note de Piotr Solinski signée de sa main. Lui, il arrivait 2 ou 3 heures plus tard. Hein. Il avait signé de sa main en disant: vous avez fait la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire. Alors bon, en étudiant de thèse qui commence. Hein, ça commence mal. Hein, il dit: vous, c'est extraordinaire. Dans 2 ou 3 heures, je me demandais qu'est-ce que j'avais pu faire comme connerie qui expliquait un tel truc. Piotr arrive, il m'explique: c'est extraordinaire. Vous comprenez, c'est extraordinaire. J'ai regardé votre boîte cette nuit, parce qu'il y avait des boîtes de pétri cette nuit, elles étaient dans l'incubateur. Hein, j'ai regardé vos boîtes cette nuit. C'est extraordinaire. Avec une simple dose d'ultraviolet, rayonnement ultraviolet, tous les mutants résistants au chloramphénicol sont devenus résistants à l'érythromycine, et vice-versa. C'est quand même extraordinaire comme phénomène. Hein. C'est quand même... on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Alors moi, j'étais... Ouh là là, je lui dis: mais écoutez, ça a l'air extraordinaire, mais je voudrais quand même... Il y avait beaucoup de tubes à essai, hein. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Je voudrais quand même m'assurer que des fois, je n'ai pas inversé de tubes. Et là, il est parti furax en disant: qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai voulu recommencer l'expérience pour m'assurer qu'il y avait pas... Donc c'était typique de type de résultat qui l'intéressait vraiment. On l'a trouvé après plusieurs fois, pendant toutes les années où j'ai travaillé avec lui, puis on l'a trouvé après où j'étais parti, mais il continuait à s'intéresser à ce genre de phénomène. Surtout, Bernard, vous avez mentionné les mitochondries,
Oui. Bon. Non. Non, on reviendra à ça, mais peut-être on va commencer avec la levure, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est tellement intéressant, tellement fondamental pour étudier la petite levure? Évidemment, la levure c'est utile, ça nous donne du vin, du bière, du pain et tout ça, mais qu'est-ce que c'est scientifiquement intéressant là-dedans? En fait, c'est une idée pour laquelle il faut remonter un peu en temps jusqu'au XIXe siècle, parce que c'était un autre grand scientifique français, Claude Bernard. Il était médecin scientifique qui a eu une idée que les éléments vitaux sont de nature semblable dans tous les êtres vivants. Ils sont soumis aux mêmes lois. Alors, on peut utiliser la recherche sur certains organismes pour, après, faire des hypothèses sur les organismes comme l'homme, où on ne peut pas faire des expériences directes. Claude Bernard a été un pionnier de discipline dont il a appelé la physiologie expérimentale. Il a utilisé pour la première fois la souris comme un modèle pour étudier la physiologie d'hommes, pour étudier la médecine. Alors, tous les pauvres souris qui ont donné leur vie dans les laboratoires de médecins partout du monde, mais qui ont aussi nous donné autant de grandes découvertes, c'est l'idée des organismes modèles de Claude Bernard. Ici, vous voyez un monument aux souris de laboratoire qui existe maintenant en Russie, à Novosibirsk. Et ce qui est intéressant, c'est que Claude Bernard, il ne savait pas pourquoi sa idée était correcte. Parce que bien évidemment, cette idée est correcte, mais il ne savait pas pourquoi. Il a fallu quelques années et la théorie d'évolution de Charles Darwin pour nous dire que c'est vrai que les lois fondamentaux de biologie fonctionnent de même façon parce qu'ils deviennent des communs ancêtres. Nous avons un ancêtre commun avec des souris, pas très longtemps, une centaine de millions d'années, mais nous avons aussi l'ancêtre commun avec la levure et beaucoup de mécanismes fondamentaux dont on découvre chez la levure sont aussi applicables à la recherche chez l'homme, chez les plantes, partout, sont universels. Et la levure est un organisme modèle superbe. Elle a commencé comme les premiers micro-organismes domestiqués par l'homme. Dans l'époque néolithique, la fermentation était déjà présente dans la civilisation humaine. Le début de la science de biochimie au XIXe siècle, c'est aussi la levure. Bien évidemment, Louis Pasteur a travaillé avec la levure, avec la fermentation, mais aussi le même mot enzyme, qui est une notion fondamentale pour la biochimie, devient d'ancien grec enzymos, c'est-à-dire dans la levure, l'agent qui est dans la levure. La génétique classique, c'est déjà le temps de Piotr Słonimski, c'est aussi la levure où des découvertes fondamentales ont été faites. Après, la génétique moléculaire, la biologie moléculaire et cellulaire, c'est aussi la levure qui nous a montré comment des cellules marchent. La génomique, la science qui étudie le génome entier, c'est aussi la levure qui était parmi les premiers organismes. Et maintenant, dans notre siècle, dans notre année, où nous avons commencé d'étudier la complexité des vivants, pas uniquement les gènes pièce par pièce, mais les systèmes complexes créés par tous les gènes. Nous avons commencé à faire une cartographie des interactions parmi les gènes, parmi les protéines dans la cellule. C'est toujours la levure qui marche là, et c'est toujours la levure qui est... Alors, le choix d'organismes modèles par Słonimski était aussi une intuition vraiment très sage, très profonde. Et sa première découverte vraiment vraiment avec Boris Efroussi, c'était des années 1956-57, c'était la découverte de mutations petites colonies. Ce sont des mutations
demi-temps de la levure qui perd la capacité à respirer. Et il a trouvé que les gènes qui sont responsables pour ça ne suivent pas les lois de génétique classique, de génétique mendélienne, de génétique de Mendel, très connue, quand il y a des copies dans les noyaux, la ségrégation et tout ça dont on apprend à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des gènes en dehors du noyau. Maintenant, nous savons que ce sont des gènes de la mitochondrie. Alors, un domaine entier, un domaine de la génétique mitochondriale était né avec des travaux de Słonimski. Maintenant, c'est un domaine énorme, un domaine toujours très actif, un domaine qui est actif dans la recherche sur plantes, dans la recherche fondamentale, dans la recherche d'évolution, en médecine aussi. Nous savons maintenant qu'il y a des maladies génétiques qui sont liées aux mutations dans la mitochondrie. Ça tout devient de la découverte de Słonimski. Et la plupart du monde qui font la génétique mitochondriale maintenant, ce sont des élèves de Słonimski ou des élèves de Słonimski ou quelqu'un qui a rencontré Słonimski ou a entendu lui parler. Il est vraiment le père, avec F aussi, il est vraiment le père de la génétique mitochondriale. Je ne sais pas si vous voulez continuer un peu sur la génétique mitochondriale. Je vais faire un commentaire, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je pense que vous êtes convaincus, la levure est un modèle absolument merveilleux. Mais j'aimerais, et c'est vrai, j'aimerais quand même souligner qu'il existe des questions en biologie pour lesquelles la levure n'est pas un bon modèle. Donc, il existe autre chose, il existe d'autres modèles aussi. Surtout, ne pensez pas qu'il n'y a que la levure. Oui, c'est vrai, par exemple, la neurobiologie, bien sûr, les levures n'ont pas du cerveau. Il y a certains mécanismes moléculaires qui n'existent pas chez la levure, mais quand même des mécanismes fondamentaux. Et le nombre de découvertes fondamentaux faire avec la levure est énorme. Et pourquoi la génétique mitochondriale est tellement fascinante? Je vais, pour ça, oui. Une petite explication de qu'est-ce que c'est la mitochondrie. Qu'est-ce que c'est? Je viens à ça. Mais pour expliquer tout ça, il faut encore remonter en temps. Un peu, c'est-à-dire des milliards d'années. Parce que l'histoire commence des milliards d'années. Il y a des milliards d'années, la Terre était déjà pleine de la vie. La vie a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années. Mais c'était la vie, pas comme nous connaissons maintenant, c'était la vie très simple, limitée à des cellules de type bactérien. C'était des cellules avec des capacités biochimiques très très différentes. Ils ont colonisé tous les environnements, mais c'était toujours des cellules simples qui n'ont pas fait des structures complexes, comme par exemple notre organisme. Nous sommes des assemblages de cellules spécialisées en collaboration. Avec des bactéries, c'est pas possible. Parce qu'il y a une limite de régulation d'activité des gènes qui est une limite d'énergie disponible pour faire la régulation génétique. Et ce qui se passait il y a des milliards d'années, c'est que deux cellules de type bactérien ont rencontré et fait une symbiose. C'est-à-dire ils ont entré la collaboration. Encore la collaboration. Et c'était comme ça, comme des cellules de type complexe, de type qui s'appelle en biologie cellules eucaryotes, étaient nées. Évidemment, l'histoire est beaucoup plus compliquée, mais si on avait 2 heures à expliquer tout ça, j'aimerais bien, mais on n'a pas ça. Mais l'origine de cellules complexes était une symbiose, une collaboration entre 2 cellules simples de type bactérien. Et une de ces cellules est devenue l'organite, la structure cellulaire dont on appelle la mitochondrie. Parce que la mitochondrie, maintenant, est surtout responsable du métabolisme énergétique, la respiration. Elle nous donne
l'énergie, et cette énergie qui nous permet de faire des structures très très complexes, de faire des régulations très très complexes. Parce que la production d'énergie se passe dans des membranes, membranes de la cellule. Une cellule simple de type bactérien est limitée par son volume. Par contre, une cellule complexe qui a des mitochondries là-dedans a une surface beaucoup plus grande par rapport à son volume. Et pour ça, elle a l'énergie qui peut être utilisée à devenir plus complexe, à former des structures multicellulaires, des structures comme nous, comme notre cerveau, comme tous les tissus qui forment nos organismes. Alors la mitochondrie est vraiment très importante pour la vie. Si la symbiose mitochondriale n'a pas eu place, on a eu la terre pleine de bactéries et c'était tout. Et Piotr Słonimski m'a une fois dit que pour lui, la mitochondrie est le produit de l'évolution le plus élégant et le plus absurde. Le plus élégant parce que la mitochondrie maintenant est très économique. Il reste toujours un peu d'ADN, un génome mitochondrial qui est la vestige de son passé comme une cellule bactérienne indépendante. Mais en cours d'évolution, c'était vraiment très très réduit. Et maintenant, dans la levure, nous avons un morceau d'ADN qui code 8 ou 9 protéines. Chez nous, c'est 13. Alors, c'est un nombre un peu pareil. Par contre, toutes les autres protéines de la mitochondrie, 700, même 1000 protéines, sont codées dans le noyau et importées dans la mitochondrie. Parmi eux, il y a 200 protéines qui sont uniquement pour maintenir et exprimer et faire fonctionner ces 8 gènes mitochondriaux. Alors vous voyez pourquoi c'est absurde. On a un système très complexe composant 200 protéines pour faire une dizaine de protéines. Alors c'est très curieux pourquoi c'est comme ça et comment ça fonctionne. Pour moi, la mitochondrie, le génome mitochondrial maintenant, c'est à peu près comme ça. C'est le pauvre homme ici qui a perdu beaucoup de ses fonctions qui lui permettent de fonctionner indépendamment et il y a une machinerie très très complexe autour de lui qui maintient sa vie. Et ce qui est très intéressant, qui est une descendance directe de la recherche de Piotr Słonimski, c'est l'étude de cette machinerie. Et moi, dans mon labo, nous étudions toujours l'évolution et le fonctionnement de cette machinerie autour d'un génome mitochondrial. Et ma femme, ici, elle étudie le génome mitochondrial propre, sa stabilité, ses mutations. Et ce qui est très intéressant et qui est aussi l'héritage de Słonimski, c'est de voir ça en fonction d'évolution. Parce que beaucoup de la biologie moléculaire se concentre sur la fonction, la structure. Ce qui était aussi un peu particulier au Piotr Słonimski, c'était il a le regard plus profond, le regard évolutif. Parce que la question pourquoi en biologie a uniquement l'évolution pour la réponse. Et par exemple, dans des années 80-90, il a trouvé de preuves que la compatibilité entre cette machinerie autour du génome mitochondrial et le génome mitochondrial propre peut être un mécanisme, un moteur d'évolution, un moteur d'origine des espèces chez la levure. En ce moment-là, c'était très difficile pour prouver ça. Mais maintenant, dans l'époque de génomique, dont je suis sûr Bernard va nous rencontrer, nous avons des dizaines, des centaines de séquences de génome
Et on peut tester ça. Et c'est vrai. Cette intuition de Piotr, que c'est là le jeu, la compatibilité entre le noyau et le symbio, la mitochondrie, et le moteur d'évolution, était vraiment revendiqué dans des années récentes avec des travaux d'un groupe de Taïwan de Lou et aussi ma équipe qui a travaillé sur le génome mitochondrial de notre de levure où aussi nous avons montré que Piotr était correct il y a 30 ou 40 ans. Je pense que je vais arrêter pour le moment parce que peut-être on va passer à la génomique parce que c'est la deuxième vague de biologie où Piotr il était toujours au front de la recherche. Bon. Alors je voudrais quand même revenir un tout petit peu avant de passer à la génomique pour vous illustrer pourquoi Piotr Slonimsky a travaillé sur les mitochondries. Probablement, je pense qu'il probablement, il savait pas. Moi, j'étais pas là, mais je pense qu'il savait pas. Quand je suis arrivé, ce qui était intéressant dans les mitochondries, c'était d'abord qu'on connaissait absolument rien. On ne savait même pas s'il y avait des gènes dans les mitochondries. Tout ce qui a été dit, et ça vient d'être dit, on n'en avait aucune idée. On ne savait pas du tout comment ça fonctionnait, etc. Mais on avait des expériences qui correspondaient à rien de ce que la science nous disait. Quand on faisait des mutants, c'est-à-dire en fait on prenait des levures qui étaient mutantes, qui n'étaient pas exactement pareilles que la levure d'initiale, on prenait des levures mutantes dans les mitochondries, ces levures mutantes se comportaient de façon complètement anormale parce qu'elles ne suivaient pas les lois d'hérédité de Mendel. Donc ça c'était une chose très importante. Et c'était pourquoi on cherchait à comprendre, il y avait une mine d'or visiblement, il y avait quelque chose qui se passait là, on ne comprenait pas pourquoi. Quand Piotr Slonimsky, 10 ou 15 ans avant, a découvert que dans les mutants respiration déficient, on sait maintenant respiration déficient, donc mutants qu'on appelle RO-, donc dans les années 50, quand il a découvert que les cytochromes sont des molécules essentielles pour la chaîne respiratoire, hein, c'est vraiment la chaîne respiratoire cellulaire. Quand il a découvert qu'ils avaient disparu, personne ne le croyait, parce que avoir pas de cytochrome, c'est être mort, c'est simplement on peut plus respirer, donc de toute façon c'était terminé. Donc au début c'était uniquement des phénomènes incompréhensibles et même impossibles qui attiraient et qui étaient la motivation pour continuer à aller plus loin. C'était ça le phénomène. Et quand plus tard, donc après ça on a commencé à découvrir ce qui vient d'être dit dans les années 70, puis 80, puis etc. Quand au cours des années 80 on commençait à avoir des idées sur les gènes qu'il y avait dans les mitochondries, comment ils étaient faits, etc., etc. En fait, Piotr, et ça correspond très bien à sa personnalité, Piotr s'était focalisé sur un phénomène à nouveau incompréhensible, qui était, alors il avait des mutants, il y avait plein de mutants, des centaines de mutants, il les croisait et il les cartographiait, enfin il faisait des tas d'expériences avec ces centaines de mutants, et il trouvait que, en fait, au sein, tout se passait comme si les gènes n'étaient pas les uns à côté des autres selon des chromosomes, comme on voit dans les bouquins de génétique un peu simples, mais en fait, ils étaient tous mélangés. En fait, il y avait des gènes dans des gènes. C'était ça le phénomène. Et en fait, quand je regarde, si je fais toute l'œuvre scientifique de Piotr sur 60 années, je pense que la partie la plus originale a été la partie de ces années 80, avec justement un test complètement génétique, des croisements, etc., qui permettait de montrer par la génétique que les gènes étaient mélangés les uns dans les autres. Il aurait pu aller plus loin s'il avait joint la biologie moléculaire, ce qu'il ne faisait pas. Donc en fait, on sait maintenant pourquoi les gènes sont mélangés les uns dans les autres, mais avec la génétique ne permet pas d'aller jusqu'au bout des choses toute seule. Il faut toujours ajouter un élément supplémentaire, et là-dessus, il n'avait pas fait, donc il s'est arrêté à ce mélange. Mais je pense, au plan intellectuel, le fait que les gènes étaient mélangés les uns dans les autres était une chose fondamentale. C'était pas du tout dans les bouquins de génétique, ça n'existait pas ça dans les bouquins de génétique. Une chose fondamentale qui s'est révélée vraie. Tous nos gènes sont mélangés les uns dans les autres. Hein, maintenant, on sait ça très très bien, et qui a été mise en évidence par des simples croisements entre des mutants
qui par ailleurs était bizarre dans tous les domaines. Donc on avait ce phénomène de s'intéresser vraiment à ce qui n'est pas dans les bouquins, justement, ce qui n'est pas connu, ce qui est même complètement anticonformiste, enfin tout complètement autre chose, quoi. C'était vraiment ça le phénomène. Je ne sais pas si vous voulez. C'est super. Un peu sur la génomique. Alors les génomes. Alors bon, il se trouve que donc vers la fin des années 80, donc la mitochondrie commençait à devenir un peu plus claire. Ce qui fait que finalement ça avait probablement moins d'intérêt pour Piotr, je soupçonne, parce que bon, on commence à comprendre ce qui se passait, donc voilà. Et puis la technologie était telle que le séquençage de l'ADN, c'est-à-dire la capacité de lire les nucléotides les uns après les autres, etc. Le séquençage de l'ADN se développait pour des raisons techniques, et que on commençait à imaginer pouvoir connaître les séquences, non plus de quelques gènes, ce que Piotr avait fait sur sa mitochondrie, mais de génome entier, c'est-à-dire en fait de tout le chromosome, ou tous les chromosomes d'une cellule. Alors pour vous donner un exemple, notre génome, c'est un texte de 3 milliards de caractères à peu près. Hein, donc il faut savoir dans l'ordre quels sont les 3 milliards de caractères. Ça fait quand même un volume, un sacré volume de données. Bien. Donc tout ça, c'était au milieu des années 80. Personne n'avait jamais rien fait de tout ça. Et différentes parties, disons, initiatives dans le monde cherchaient comment pouvoir aborder ce problème qui était, quand on a commencé à l'aborder, il était insoluble, il n'était pas faisable, c'était simplement hors de propos. Donc il se trouve qu'une circonstance, André Gauffaut, qui était professeur de physiologie sur les levures à Louvain-la-Neuve en Belgique, André Gauffaut était en même temps conseiller des bureaux de la commission, ce qu'on appelle maintenant la Commission européenne. Bien. Et il cherchait un programme qui puisse fédérer des laboratoires européens. Et l'idée était venue que peut-être déterminer la séquence du génome, cette fois-ci nucléaire, du génome entier, tous les chromosomes, déterminer la séquence de la levure, c'était un programme fédérateur parce qu'il était très grand, immense. Il faut savoir que le plus grand génome à l'époque, ça avait été fait dans le laboratoire de Fred Sanger en Angleterre, et la levure c'était plus de 200 fois plus grand que ce qui avait jamais été fait. Donc c'était inaccessible, donc c'était parfait. Et André Gauffaut a pris comme initiative d'appeler Piotr Solimski dans les années 86-87, je pense à peu près, pour lui parler de ce projet fou et lui demander son avis. Et Piotr Solimski a immédiatement répondu extrêmement favorablement en disant c'est génial, il faut absolument faire ça puisque c'est infaisable, donc il faut absolument le faire. C'est parfait, c'est parfait. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des gens étaient contre l'idée de lire les génomes. Ça les intéressait pas. Ils pensaient qu'on avait d'autres choses plus intéressantes à faire, et donc il y avait une forte opposition de la communauté scientifique, de tout le monde. Donc, voilà. Bref, et Solimski avait immédiatement sauté dans le truc en disant il faut absolument le faire, faut l'organiser. Alors l'organisation chez Piotr, c'était pas toujours bon, voilà, mais André Gauffaut, c'était parfait, impeccable. Donc il a organisé il fallait vraiment organiser quelque chose qui a été plus de 50 laboratoires, 100 laboratoires même à un moment, les faire travailler ensemble. Bon, bref. Donc voilà. Donc on est parti avec l'idée, et Piotr Solimski a servi à cette époque-là énormément la cause scientifique, parce que c'est lui qui a réussi finalement à convaincre les décideurs de la Commission européenne, enfin ce qu'on appelle maintenant la Commission européenne, de donner un peu des fonds pour démarrer ce programme, etc. Et on est parti avec l'idée qu'on allait faire d'abord un chromosome de la levure, un des plus petits. Parce que bon, ce qui avait été fait, c'était très bien, mais un plus petit, c'était déjà 3 ou 4 fois plus grand que ce qui avait été existé. Donc on a commencé par ça. Donc plusieurs laboratoires se sont impliqués là-dedans, dont celui de Piotr, dont le mien, dont etc., etc. C'était le chromosome 3. Chromosome 3, il faut retenir ça parce que ça a joué un rôle. Bon, c'était la fin des
80, début 90, le chromosome 3 a finalement pu être séquencé par théoriquement une vingtaine de laboratoires. En réalité, moins de 5 ont vraiment fait le travail, mais bon, peu importe. Le chromosome 3 a été séquencé, publié, et ça avait donné lieu à l'époque, en 91, à une conférence qui s'est passée en Crète, à Elunda, où on annonçait au monde entier qu'on avait un chromosome entier. Personne n'en avait. Donc on était des champions du monde d'un chromosome. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce chromosome 3 ? Il y avait des gènes, ce qui était, c'est-à-dire un peu curieux, parce que ça a intéressé Piotr, ce qui me semble bizarre, parce que moi je me serais intéressé à autre chose, parce que les gènes on savait qu'il y en avait, mais en fait ça l'a intéressé. Donc il y avait plein de gènes, mais par contre ces gènes, on ne savait absolument pas à quoi ils ressemblaient, ni ce qu'ils allaient faire. Et donc là il est parti sur l'idée que, avec les méthodes disponibles de l'époque, on allait pouvoir individuellement poser la question à chacun des gènes pour savoir qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu fais toi, etc. C'est ce programme d'analyse fonctionnelle dont vous allez peut-être parler, qui s'est passé sur le chromosome 3. L'histoire a été plus compliquée après, mais enfin, on est revenu sur cette idée très importante de découvrir la fonction des gènes que personne n'avait jamais vue, mais qui avait été découvert par la séquence. Ce qui choquait énormément la communauté scientifique. La communauté scientifique était habituée à raisonner dans l'autre sens. La communauté scientifique avait des phénomènes qu'elle attribuait à des gènes. Ça, elle était contente quand elle trouvait le gène du phénomène. Là, on avait des gènes et on n'avait pas de phénomène. Donc ça, c'était intéressant en soi. Ça, c'était un phénomène intellectuel intéressant. Donc on est parti là-dessus, et à ce moment-là, Piotr Slonimsky, sur le chromosome 3, a finalement concentré son activité sur les fonctions des gènes du chromosome 3. Finalement, c'est moins occupé. Il y avait d'autres chromosomes dans la levure, hein. Il y en a 16, il y en avait 20 fois plus que le chromosome 3, 25 fois plus, mais finalement, il a laissé les autres s'occuper des autres chromosomes pour arriver à la séquence complète de la levure qui a été faite quelques années après, tout en se focalisant sur comment trouver les fonctions de tous ces gènes nouveaux, inattendus, que l'on trouvait dans les génomes. Je voudrais d'ailleurs parler d'une chose qui, au plan scientifique, est important et qui illustre parfaitement notre héros d'aujourd'hui. Il y avait dans la génétique une certitude. Il ne peut pas y avoir deux gènes pour la même chose. Parce que s'il y a deux gènes pour la même chose, fatalement, il y en a un des deux qui va disparaître un jour ou l'autre. C'est une certitude absolue. Il se trouve que Piotr Slonimsky, avec Fred Sherman, dans les années 60, avait découvert que pour le cytochrome C de la levure, il y avait deux gènes. Numéro 1, numéro 2. Ce qui avait attiré son attention déjà à l'époque. Il n'avait pas les moyens d'apporter la moindre explication au phénomène. L'explication est venue 30 ans après, quand on a eu tous les génomes. Mais cette attitude de s'intéresser à ce phénomène, parce qu'il y avait deux gènes alors que c'était interdit, ça, je pense que ça c'était intéressant. Parce que ça s'est révélé après être le fait que le génome était dupliqué, qu'il y a eu l'évolution du génome, etc., qu'on a découvert bien après. Mais le fait de s'attarder sur le fait que c'était interdit, mais ça s'est passé quand même. Je pense que ça, c'est vraiment très, très, très intéressant de signaler. Alors maintenant, le rôle de la génomique. Donc, à partir de 91, donc, Piotr se lançait dans son labo, dans l'analyse des gènes, dont peut-être vous allez parler, j'espère. Donc voilà. Et en même temps, il avait fini cette histoire cette histoire de gènes emboîtés, etc. Et donc, il existait des programmes. Le gouvernement de l'époque cherchait à mettre des programmes en place pour développer la génomique en France, parce que, encore une fois, beaucoup de gens étaient contre. Les choses évoluaient partout, et la France prenait un retard considérable dans le domaine. Voilà. Et Piotr a été, après des discussions, etc., s'est retrouvé responsable il s'est trouvé d'un projet du ministère qui s'est appelé Groupement de recherche et d'études des génomes, ou GREGY, etc. Et Piotr s'est retrouvé en 91 ou 12, je sais plus,
responsable du programme du ministère, qui d'ailleurs ils étaient installés à Gif-sur-Yvette à côté du marché, donc le ministère de la Recherche était au marché de Gif-sur-Yvette. Enfin ça c'est notre... Donc voilà. Et il a immédiatement lancé des projets donc c'était l'argent du ministère. L'idée c'était, il faut séquencer plus de génomes, plutôt microbiens, mais pas seulement, et surtout, et aussi, il faut développer l'informatique, parce qu'on s'était aperçu avec le chromosome 3 que l'informatique ne suivait pas du tout. Alors ça, c'était clair. On avait beaucoup de données, on était incapable de les traiter de façon intelligente en informatique. Et ça, il avait très très bien compris le problème. Et donc, il avait fait deux conseils scientifiques, de filiales, deux appels d'offres, un pour développer la génomique, des micro-organismes plutôt, et l'autre pour développer l'informatique en France. Ça a joué un rôle considérable. Ça a joué un rôle absolument considérable pour démarrer quelque chose qui probablement n'aurait pas démarré en son absence. Ça aurait pas, enfin, en France, ça existait, ça démarrait ailleurs, mais ça démarrait pas en France. Et puis en 96, le gouvernement avait changé. Les crédits ont été coupés immédiatement et donc le GREG a disparu. Donc ça s'est arrêté là. Mais en 96, on commençait à être un peu sérieux sur le séquençage du génome humain au niveau international, au niveau mondial. Et il était clair que si la France continuait à regarder dans tous les sens et accélérer à faire, elle serait simplement éliminée. Donc, or, le GREG a servi aux premières discussions sur la nécessité de construire des centres de séquençage en France. Et en 1997 a été construit le Génoscope à Évry. Peut-être une autre initiative ministérielle un peu compliquée parce que la structure administrative n'était pas la même. Enfin bon, peu importe. Les organismes de recherche étaient impliqués, enfin, etc. Mais l'idée de construire ce centre de séquençage avait commencé à être discutée au sein du GREG. Donc, ce centre de séquençage existe toujours à Évry. Il a été essentiel parce que sans ce centre de séquençage, la France n'aurait jamais participé au génome humain, ce qui était quand même un peu idiot, sachant que la carte génétique du génome humain avait été faite à Paris, mais bon, les Français n'étaient pas capables de s'organiser entre eux, voilà, donc ça a été fait. Donc ça a joué un rôle considérable. Et puis je vais peut-être y revenir pour l'enseignement, mais le rôle de tous ces projets qui ont été faits dans les années 90 a eu un rôle éducatif extrêmement important pour les jeunes générations, parce que les étudiants qui arrivaient, les jeunes chercheurs postdoctoraux, les jeunes chercheurs, etc., ils étaient mis à travailler sur ce type de projet. Donc ils apprenaient, ils redistribuaient l'information, enfin, etc. On avait toute une dynamique qui était créée autour de ça. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'activité de Piotr sur ce sujet a joué un rôle considérable dans le développement de la génomique française et au-delà, parce qu'il y avait des discussions internationales, etc. Il faut aussi peut-être mentionner que les projets d'analyse fonctionnelle des gènes de la levure dont Bernard vient de parler, Aneta, elle va parler plus sur le projet de chromosome 3, était aussi le premier grand projet international en biologie avec la participation officielle de la Pologne. Le mécanisme était que tous les gènes de la levure découvertes pendant le séquençage étaient divisés dans des packages de 6 et chaque laboratoire a reçu 6 gènes pour construire des mutations, pour essayer de trouver la fonction. Et des laboratoires polonais ont participé dans ce projet. C'était peut-être un des premiers exemples de participation de Pologne dans le projet européen. Bon, évidemment, nous sommes partis de l'Union européenne, mais dans les années 90-96, c'était pas tout à fait évident que nous deviendrons de propres
vrais membres de la communauté européenne. Et là, scientifiquement, le projet de génomique de la levure a commencé le rapprochement entre la Pologne et l'Europe. Alors pour ça, personnellement, pour moi, c'est très très important parce que surtout maintenant, quand l'idée d'Europe rencontre des difficultés avec le Brexit, avec des nationalistes au pouvoir et tout ça, et moi je suis toujours croyant à l'idée de l'unité européenne. C'est bien de savoir que la génomique de la levure, le projet qui était partiellement fondé par Piotr Słonimski, était le projet qui a aidé à rapprocher la biologie polonaise à l'Europe. On va parler de tout ça. Moi, j'aimerais déjà vous remercier. Vous avez dit beaucoup de choses que moi je trouvais très intéressantes, mais j'aimerais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que, évidemment, on ne peut pas imaginer la biologie moderne sans l'apport de la génomique fonctionnelle aujourd'hui. Ça, c'est donné. C'est plus possible de revenir en arrière. Toutefois, l'opposition au projet de séquençage, au début de ces projets, n'était pas uniquement due à l'aveuglement, c'était également le problème du coût de ces projets. Et beaucoup de scientifiques étaient inquiets que, étant donné que l'argent disponible pour faire de la science a toujours été limité, plus ou moins, selon des époques, on avait tous très peur que si tout l'argent va vers la génomique, il ne resterait plus grand-chose pour les autres projets. Et ces craintes n'étaient pas totalement non justifiées. La biologie est devenue une activité vraiment très chère. Et l'argent manque toujours. Donc ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est sur l'intérêt pour les phénomènes impossibles et sur l'effet qu'on se lance vers les technologies impossibles. Ça fait penser à beaucoup de choses. Ça peut faire penser à Alice au pays des merveilles, mais ça fait également penser à la grande idée de quel type de science faisait Piotr. Il faisait de la science fondamentale. Les phénomènes impossibles et les technologies impossibles sont le propre d'un scientifique qui s'intéresse à la science cognitive, à comprendre comment les choses fonctionnent, comment ça marche. Les applications, très bien, mais ça, c'est un autre problème. Et Piotr, typiquement, faisait ça, il faisait la science très fondamentale, il essayait de comprendre comment fonctionne la vie. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose ? Bon, c'était la curiosité fondamentale de Piotr. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'ajouter sur la dernière partie de l'activité de Piotr qui est des mathématiques en biologie, mais peut-être on va continuer pour le moment l'histoire d'analyse fonctionnelle dans le monde de quelqu'un qui a participé à ça. Je ne crois pas, c'est mon boulot ça. Ok, donc très bien, je vous suis. Aneta, c'est votre tour. Vous avez préparé votre thèse de doctorat dans le laboratoire de Piotr à GIF. Et donc, si vous voulez bien, racontez-nous comment c'était en pratique, au jour le jour, le quotidien, vie de l'intérieur des labos de Piotr. Et là, où est Carole ? Ben voilà, tu viens traduire. Proszę Państwa, ja zaczęłam pracować u profesora Słonimskiego w roku 1993, czyli to było w roku, kiedy zaczęły się przyszły dane z sekwencjonowania chromosomu 3 i tak jak powiedział Paweł przed chwilą, okazało się, że
Bon, alors moi j'ai commencé à travailler, je suis arrivé au labo en 1993, quand on commençait les travaux sur le séquençage et sur... Jak jest ten trzeci numer, jak się mówi? To znaczy najpierw były sekwencja chromosomu trzeciego i problem był taki, że jest mnóstwo genów, których funkcji nie znamy. I problem było w tym, żeby znaleźć funkcję tych genów. Donc, ça a commencé mes travaux, et à l'époque, ça a commencé la séquence du chromosome 3, où il y avait beaucoup de gènes, ce qui était expliqué tout à l'heure. Et moi, mon job consistait à identifier quelle est la fonction de ces gènes. I teraz jest mała anegdota na temat coś, co jest interesujące. Jak wyglądał, kiedy przyjechałam do tego laboratorium, jak wyglądał gabinet profesora Słonimskiego. Więc ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive de Pologne, de quoi avait l'air le bureau de Piotr. I proszę sobie wyobrazić, że przy drzwiach do gabinetu Piotra był ten oto reprodukcja tego obrazu, Peter Bruegel, znany jako Chasseur de dans la neige, natomiast Piotr nazwał ten obraz jako Départ à la chasse au nouveau jeune. To jest jego autorska interpretacja tego obrazu. Donc déjà on arrivait, on voyait cette peinture de Peter Bruegel qui est Chasseur dans la neige, que Piotr a transformé le titre qui est marqué là, Départ à la chasse au nouveau jeune. Déjà, ça a intimidé. Jak to zwykle było u Piotra, a zawsze on troszeczkę tak żartował ze wszystkich. W tej całej historii jest coś trochę złośliwego, ponieważ Alors Piotr, comme toujours, il se moquait de tout le monde. Enfin, il faisait des blagues sur tout, mais przepraszam tu. Są interpretacje takie tego obrazu, że to jest powrót z nieudanych łowów. Et son interprétation de cette peinture, qui est quand même extrêmement connue, c'est que c'est un retour d'une chasse infructueuse. I to chcę tylko podkreślić, że praca, uzyskanie dobrego rezultatu, czyli rezultat łowów, żeby to osiągnąć, jest niezwykle trudne. Jest trudno uzyskać rezultat, który usatysfakcjonuje łowczego. C'est juste pour relativiser le travail qu'il faisait, c'est pour se rendre compte qu'il est très difficile de chasser le gibier, et il faut faire face au fait qu'on puisse retourner de la chasse sans butin, si je peux dire, ou sans le gibier. I teraz krótko, żeby opowiedzieć, co robiłam u profesora Słonimskiego i co było treścią mojej tezy. Od razu... Alors, nie, może pani kontynuować, ale peut-être rapidement je vais dire szybko się wytłumaczę, dlaczego nie mówię po francusku. Dlaczego nie mówię po francusku? Przyjechałam tutaj bez znajomości francuskiego zupełnie i jedynym językiem zachodnim, tym językiem lingua franca obecna, posługiwałam się angielskim i w zasadzie do tej pory to zostało, ale prawdę mówiąc byłam w stanie zrozumieć wszystko, co tutaj było powiedziane, albo prawie wszystko, co było powiedziane po francusku. Je vais traduire, alors je m'excuse de ne pas parler français, mais je suis arrivé sans la connaissance du français. Je me suis exprimé en lingua franca, c'est-à-dire en anglais. Je fais ma thèse, też po angielsku, tak? Thèse. Oui, je fais ma thèse en anglais. Mais j'ai pu comprendre tout ce qui a été dit précédemment. Je dirais que c'est peut-être un peu plus que moi, parce que moi, je n'ai pas encore tout compris, encore que j'ai compris beaucoup aujourd'hui.
Więc zajmowałam się genetyką, tak zwaną genetyką odwrotną. To znaczy... przepraszam. Point de départ, séquence... Dla mnie... Séquence connue... Poczekaj. La génétique inverse. Ça y est, je me suis retrouvé. Bon, vous avez tout compris. Mieux que moi. Proszę bardzo. Już potem słucham. Ta praca, prawdę mówiąc, nie polega tak bardzo na polowaniu, jak na pracy detektywistycznej. C'est plus un travail de détective que la chasse. Punktem wyjścia jest sekwencja. Sekwencja, która ma początek, sekwencja kodująca białko, sekwencja, która ma początek, treść, czyli sekwencję kodującą i koniec. I podejrzewamy, że ta sekwencja oznacza, że jest genem. I hipoteza jest taka, Écoutez, że... tout ça c'est traduit, donc je vais pas me ridiculiser en essayant de traduire. J'ai juré que je n'allais pas faire la traduction, mais allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est cette chasse en gènes? On commence par une séquence qui code pour une protéine. Cette séquence doit avoir un début, un signal qui dit début, la séquence qui contient le code pour la protéine et la fin. Une fois qu'on a ça, on dit cela peut être un gène. Zatem nasza hipoteza jest taka, że ta sekwencja jest genem. I teraz co trzeba zrobić, żeby sprawdzić, czy to jest prawdą? Trzeba przeprowadzić tak zwaną analizę funkcjonalną. Analiza funkcjonalna genu, czyli znalezienie... Pani musi się od czasu do czasu zatrzymać, bo ja nie jestem w stanie... Okay. Więc comment on vérifie que cette hypothèse, que la séquence qu'on regarde est un gène? Il faut faire une analyse fonctionnelle. I bardzo prosto ona polega po prostu na tym, że ten gen usuwamy z genomu i sprawdzamy, jaki jest rezultat takiego przedsięwzięcia. La façon classique d'aborder le problème, c'est enlever le gène du génome et regarder quelles sont les conséquences fonctionnelles, comment la cellule va fonctionner en absence de ce gène. Tutaj jeszcze raz chcę podkreślić tę różnicę między odwrotną genetyką i klasyczną, bo w klasycznej genetyce mamy funkcję, mutację, jakąś cechę organizmu, która nas interesuje. Chodzi nam o to, żeby sklonować gen, wyekstrahować gen, który tą funkcję spełnia, a potem ten gen analizujemy. Natomiast w trakcie analizy genetyki odwrotnej najpierw mamy sekwencję gen, wykonujemy i inaktywujemy ten gen i potem analizujemy jego funkcję, czyli w pewnym sensie jest jakby odwrotna sekwencja zdarzeń, co tłumaczy, dlaczego jest taka terminologia, dlaczego jest taki termin. Donc ici, c'est une explication dont Bernard a déjà parlé. Dans la génétique classique, on a ce qu'on appelle le phénotype, un comportement d'une cellule de levure dans ce cas. Une fois qu'on a identifié les phénomènes, on essaye d'identifier les gènes qui codent dont la mutation donne lieu à ces phénomènes. Donc clonage d'un gène, et ensuite on analyse les gènes clonés. Dans la génétique inverse, on commence par une séquence, on soupçonne que c'est un gène, on s'en débarrasse, et on analyse la fonction, ce que nous appelons le phénotype. Główny problem, z jakim się spotkaliśmy, to zresztą już była o tym mowa, że bardzo często usunięcie tych genów z drożdży nie powodowało żadnych konsekwencji. I główny problem polegał na tym, żeby znaleźć takie warunki, w których objawi się brak tego genu w komórkach drożdży. I na tym głównie polegało nasze zajęcie. Donc le problème principal, c'est que fréquemment,
quand on enlevait, on dit déléter le gène, on ne voyait aucun changement dans le comportement de la cellule. Si la cellule était vivante. Évidemment, quand on enlève certains gènes, la cellule meurt, c'est létal, et c'est assez difficile à étudier. Mais pour des cellules vivantes, souvent, les gènes étaient délétés, il n'y avait pas de fonction observable. Et du coup, il fallait chercher des conditions expérimentales qui permettaient de révéler la fonction du gène. I jak być może się Państwo domyślacie, to wymagało bardzo dużo pracy, ponieważ takich różnych conditions możemy sobie wyobrazić niezliczone setki, czy nawet jest po prostu niezliczona liczba tego rodzaju conditions. Donc les conditions, ça peut être de tout petits changements, et les conditions expérimentales en question, il peut en avoir des milliers. Du coup, ça demande vraiment beaucoup de travail pour trouver la condition qui permet de révéler les phénotypes. Piotra, główny pomysł na znalezienie tych warunków było wykorzystanie związków chemicznych, które wybranych w ten sposób, że hamują różne ścieżki biochemiczne w komórce. I stosując serię takich inhibitorów, mogliśmy znaleźć czy zanalizować, jeżeli chodzi o funkcje, geny znalezione na chromosomie 3, co rozpoczęło podobne badania na innych chromosomach. Donc l'idée de Piotr, c'était d'utiliser des inhibiteurs de différentes voies métaboliques, de voies de fonctionnement de la cellule, des inhibiteurs chimiques qui permettaient de mettre la cellule dans une condition de stress, condition difficile, et révéler ce qui manquait chez les mutants et dans les cellules où les gènes étudiés étaient délétés. Ale nawet teraz drożdże nadal są używane do badania funkcji genów. Tak jak tutaj była już mowa, te geny są bardzo zbliżone, często, nie zawsze, w komórkach najróżniejszych organizmów, od drożdży do komórek ludzkich i przez roślinne. La levure continue à être utilisée pour étudier les fonctions des gènes, puisque, comme ça a déjà été évoqué, très souvent, bien que pas toujours, les gènes de la levure ressemblent aux gènes des organismes supérieurs, des animaux et des plantes. Tutaj są przytoczone 3 ciekawe prace, ale to, co jest najważniejsze, że tak naprawdę mutanty w drożdżach i biblioteki tych związków, które działają jako inhibitory, związków, które są nazwane petit molecule, są wykorzystywane do poszukiwania teraz nowych, do poszukiwania leków. Także ta idea Piotra rozwinęła się w kierunku, prawdę mówiąc, czegoś zupełnie stosowanego. Donc, ceux qui veulent approfondir les connaissances dans ce domaine, voici les citations de 3 travaux extrêmement intéressants. Mais l'idée principale ici est que cette idée d'inhiber de différentes voies métaboliques de la cellule est jusqu'à aujourd'hui utilisée de façon très active dans la recherche de différents médicaments. Donc l'idée de Piotr a maintenant des applications tout à fait pratiques. Ok. Donc moi je suis absolument désolée, ma traduction était assez approximative. Que d'émotion. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais ajouter que
le troisième article sur la recherche de médicaments en utilisant des mutants de levure était le produit d'une collaboration franco-polonaise avec des élèves de Piotr Słonimski en participant. On reviendra à ça, mais est-ce que c'est le temps pour dire des dernières années des travaux de Piotr? Très bien. Bon. Alors, dès qu'on a commencé, comme Bernard a dit, à séquencer des génomes, trouver des milliers de gènes, c'est devenu clair qu'il faut pas uniquement l'informatique comme un outil de stockage des données et d'analyse des données, mais il faut, pour aller plus profondément, il faut marier la biologie avec des théories de mathématiques pour trouver peut-être des lois générales qui gèrent l'évolution et la structure du génome. Et Piotr est devenu très intéressé à ça dans les fins des années 90, c'était 96, 97, dont il a commencé ça. C'était aussi lié à l'événement de 1996 quand le nouveau gouvernement a fermé son projet de laboratoire et il m'a dit quelque chose. C'est ça, la photo ici, c'est comme moi, je me souviens de Piotr, c'était son bureau à cette période et il m'a dit: le bureaucrate, il a ajouté quelques mots très colorés en polonais, les bureaucrates m'ont dit que je ne pouvais plus gérer les laboratoires parce que je suis trop vieux. Alors, j'ai appris la programmation pour étudier la génomique théorique. C'était extraordinaire. À cet âge, il a appris la programmation, en fait, avec l'aide de son gendre, de mari de sa fille, Joël, qui a beaucoup aidé Piotr avec ça, mais c'est vrai qu'il a appris les fondements de la programmation et il a commencé à chercher des lois générales statistiques de génome. J'ai eu de la chance de participer à ce projet. À cette époque-là, on a eu 4 génomes séquencés. 4. Et dans ça, c'était des génomes bactériens. Il a trouvé une loi qui donne une formule très très simple à le nombre de gènes dans des familles. Nous avons déjà dit une chose impossible, qu'on peut avoir des gènes pareils qui font une même chose ou des choses pareilles. Et en fait, si on compte des doublés, des triplés, des quadruplés et tout ça dans le génome, on a une formule mathématique très très simple. Par exemple, qui sont des divisions par 2, par 4, par 8, etc. Il a présenté ça dans la conférence de microbiologie aux États-Unis. Il n'a jamais publié ça dans un article, mais il a présenté ça dans une conférence. Et après, pour approfondir ses études, il a commencé la collaboration avec un jeune mathématicien polonais, Dr Jan Radomski, et ils ont continué à faire la génomique théorétique, très mathématique, parce que Piotr, il ne pouvait plus gérer le laboratoire, faire des expériences, travailler avec des boîtes de pétri et tout ça. Alors il a travaillé avec l'ordinateur, il a eu cet mathématicien qui a fait tous les modèles mathématiques, la programmation et tout ça, et ils ont continué de faire ça jusqu'au fin. Le dernier article, la dernière publication a été soumis aux publications à l'an 2010, accepté en 2012. Alors c'était soumis et non après sa mort. Alors jusqu'à ce dernier jour, il a continué de poser des questions, de chercher avec des outils
théorétique avec des outils de programmation. Et aussi pour ça, l'idée de collaboration entre la mathématique et la biologie, qui est une idée qui est très promettante dans la biologie d'aujourd'hui, c'est une idée qui est très forte en Pologne, surtout à Varsovie, dans le département de mathématiques et informatique. Nous avons beaucoup de gens qui s'occupent de questions de biologie, et c'est aussi une partie d'héritage de Piotr. Très bien. Je pense que nous arrivons à le dernier chapitre de notre... Oh, vous voulez ajouter quelque chose, Bernard? Non, avant que je passe à l'aspect franco-polonais, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la génomique et bioinformatique? Non, c'est pas sur la génomique et l'informatique, c'est sur l'aspect formation, éducation que j'avais mentionné. Je ne sais pas si on voulait en parler maintenant ou après. Après. Dans 3 secondes. Après. Dans 3 secondes, juste après mon introduction. Parce que je pense que l'éducation va faire partie de ce dont j'aimerais qu'on parle justement maintenant. Je voulais commencer par dire que la science est une activité internationale par excellence. On peut considérer que les scientifiques sont les citoyens du monde. Mais quand même, les scientifiques travaillent dans certains pays, laissent leur empreinte la plus forte là où ils sont, là où ils exercent leur métier. Pour Piotr, bien qu'il a travaillé en France, cette empreinte, cette influence est particulièrement forte, aussi bien en France qu'en Pologne. Et je pense que l'éducation, et l'implication de Piotr dans l'éducation fait partie de cette empreinte. Et je voudrais maintenant qu'on évoque les traces de Piotr, ce que Piotr nous a laissé, l'héritage de Piotr en France et en Pologne, et également qu'on parle de ce pont que Piotr a su créer, nourrir entre nos 2 pays. Est-ce que vous voulez commencer par l'éducation ? Je peux commencer par ça, mais par quelque chose qui est international. C'est parce que c'est pas forcément connu de tout le monde ici. Il existe des conférences. Les scientifiques font des conférences nombreuses. Ils sont tout le temps dans l'avion, tout le temps en train de voyager. Ils font le tour du monde. Ils sont partout. Parfois trop d'ailleurs. C'était pas toujours comme ça. Dans les années 40, il y en avait un peu moins. C'était bon. Je voudrais mentionner un colloque, une conférence qui est devenue une conférence internationale actuellement de génétique et de biologie moléculaire des levures, qui a lieu tous les 2 ans. On doit en être, je sais pas quoi, la 20e séance à peu près. Elle a commencé en fait, elle a commencé en 61, de façon confidentielle, à Carbondale, dans l'Illinois. Mais en 63, elle a commencé à Gif-sur-Yvette, et à l'époque, Piotr a commencé. Il y avait 30 personnes à l'époque. Et puis c'est devenu, ça a grandi avec les années, c'est monté à 1300 à une époque, enfin bon, etc. C'est retombé à 500, je crois, l'été dernier, enfin, etc. Donc il y a cette conférence internationale. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites sur le même modèle, qui sont un peu en compétition. Il y en a même un peu trop d'ailleurs, mais voilà. Cette conférence internationale est très importante parce que il se crée une communauté de scientifiques qui d'ailleurs est très soudée dans le cas des levuristes, dans lequel Piotr était présent, effectivement, et son importance était pour souder cette communauté était tellement importante qu'en fait, en 1982, alors Herschel Roman était le premier président de cette conférence, qu'on a fini par appeler pape. Et on a fini par appeler, en 1982, Herschel Roman était trop ancien, donc on cherchait un nouveau pape. Et alors, il y a eu une élection à bulletin secret, et on a eu une fumée blanche, et Sonimsky est sorti et est devenu pape. Donc il est resté pape de cette conférence jusqu'en, je crois, je sais plus combien, enfin une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, il était pape de cette conférence internationale. Bref. Bonne question. Yann Does,
Bref, et donc voilà. Et ces conférences ont un rôle très important parce qu'elles permettent à la communauté d'échanger des données, etc. D'ailleurs, je vais dans 15 jours à une autre conférence qui est poussée après, qui est Cospring Harbor, mais qui est du même style, qui est une conférence de levuristes du même style. Ça, c'est un aspect très important. Et pour les jeunes, assister à ces conférences, c'est se plonger dans le monde réel de ce qui existe, des chercheurs qui existent dans le monde, qui sont des dizaines et des dizaines de laboratoires, même des centaines de laboratoires, et donc ça c'est très important. Et puis le deuxième aspect éducatif, ça a déjà été un peu mentionné, placez-vous en 1960, dans les années 60, en France, la génétique n'était même pas enseignée dans les universités, elle n'existait pas. Elle était simplement absente. Il y avait pratiquement pas de professeur de génétique. Les Russie en était un, mais il y en avait, bon, voilà, c'est un seul pour tout le pays. C'était pas beaucoup. Et donc, quand on a commencé à nommer, alors Piotr-Sonivsky a été nommé, je sais plus, en début des années 60, comme professeur à ce qui s'appelait après Paris 6, Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, parce qu'on change de nom tous les 5 ans pour tromper l'ennemi. Donc, donc il était professeur avec Madeleine Gans et d'autres. Ils ont fondé ce certificat de génétique. Donc, c'était quoi un généticien? C'était quelqu'un qui avait été reçu au certificat de génétique. Hein. Ça, c'était voilà, un généticien. Et donc ça, c'était le bac plus 4. Et puis ils ont fondé, très peu de temps après, ce qu'on a appelé le DEA de génétique. Le DEA Slow, comme il a déjà été dit ici, a dû être fondé fin des années 60, je crois, quelque chose au milieu des années 60. Il a duré une trentaine d'années, alors ça c'est au niveau 5 années après le baccalauréat, hein, c'est un bac plus 5, et donc on formait chaque année une quinzaine, parfois une vingtaine d'étudiants, donc multiplié par le nombre d'années, 30 années, ça veut dire qu'il y a 500 ou 600 scientifiques qui sont passés par cette formation qui avait été initiée par Piotr et Madeleine Gans, disparue récemment à un âge assez avancé d'ailleurs, donc qui avait fait cet enseignement, qui a joué un rôle absolument considérable parce que en fait, à partir des années 70, il commençait à y avoir des gens formés dans ce domaine qui ensuite ont essaimé. Alors le gouvernement a trouvé que c'était bien d'en mettre à Marseille, à Bordeaux, Strasbourg et ailleurs. Donc on a formé toute une génération de gens qui sont allés dans le pays, qui eux-mêmes ont formé leurs collègues, enfin, etc. Donc on est probablement la 3e génération, je sais pas. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup, quoi. Avec ça. Mais je pense que cette notion est pas forcément toujours connue des gens, mais fondamentale, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas eu ça dans le pays. Un peu sur la relation. L'héritage de Piotr Słonimski est toujours vivant dans la science polonaise. Ça, c'est évident. Et il y a des traces directes et évidentes. Par exemple, que ses élèves, comme moi ou comme Aneta, sont maintenant des chercheurs indépendants en Pologne. Et il y a même des générations suivantes qui commencent du travail dans la science, et il y a toujours quelque chose, une touche Słonimski, je vais discuter un peu après. Il y a eu beaucoup d'initiatives bilatérales, parce que maintenant, bien évidemment, la Pologne fait la partie de l'Union européenne, alors nous avons des moyens de collaboration développés par l'Europe, mais même avant l'accession de Pologne à l'Europe, il y a eu beaucoup des initiatives bilatérales franco-polonaises, et Piotr, il était toujours l'initiateur de ça. Par exemple, le jumelage franco-polonais en sciences, qui a financé beaucoup de thèses en co-tutelle entre France et la Pologne, dont la mienne. Le Centre franco-polonais de biotechnologie des plantes. Pour ça, pour le bureaucrate, le vieux était la plante, qui est assez amusant, mais bon, il ne savait pas parce que ça finançait aussi beaucoup de travail sur la levure. Et il y a toujours des collaborations franco-polonaises actives, qui sont des collaborations entre des élèves de Piotr Słonimski. Par exemple, quelques exemples.
plusieurs groupes dans l'Institut de biochimie et de biophysique de l'Académie polonaise des sciences. Par exemple, la groupe d'Aneta, la groupe de Joanna Rytka, plusieurs groupes avec des liaisons directes avec le laboratoire Słonimski. L'Université de Varsovie, par exemple, ma groupe qui travaille toujours sur l'évolution de la mitochondrie. 2 générations déjà de scientifiques à l'université de Wrocław qui sont passés par le laboratoire de Słonimski. Université de Rzeszów au sud-est de Pologne où Tomasz Biliński qui était aussi le collaborateur de Słonimski, il est déjà mort mais sa élève continue le travail vraiment dans l'esprit de Słonimski. Qu'est-ce que c'est l'esprit scientifique de Słonimski, l'héritage intellectuel? Si on regarde les laboratoires polonais qui sont gérés par des élèves de Piotr Słonimski, ce qui est commun, c'est l'accent sur la compréhension des fonctions et d'évolution. Pas uniquement la structure. Il ne suffit pas de dire c'est comme ça. Il faut répondre pourquoi c'est comme ça, quelle est la fonction, quelle est l'histoire évolutive. C'est quelque chose dont Piotr a toujours souligné, dont Piotr a toujours nous appris. Aussi la recherche fondamentale avant la recherche appliquée. Nous avons parlé beaucoup de ça déjà, que c'est aussi quelque chose qui est très important, d'essayer d'être courageux, de poser des questions fondamentales. Évidemment, on n'est pas Piotr Słonimski, on n'est pas tellement courageux comme lui, mais on essaye, on aspire de faire la science comme ça, et c'est aussi son héritage. Et aussi des collaborations toujours vivantes, toujours en cours avec des institutions françaises. On peut largement faire la division de la science polonaise en 3 parties, au moins en biologie, je ne sais pas dans l'autre discipline, mais en biologie. Il y a la partie qui fait la collaboration avec l'Allemagne, c'est l'héritage de Schatz et Neupert. Il y a la partie qui fait des collaborations avec les Américains et il y a la partie qui fait des collaborations avec la France. Et c'est la partie l'héritage Słonimski. Et nous avons toujours des collaborations en cours avec Gilles-sur-Yvette, avec Nathalie Bonnefoy et avec Bordeaux, avec Jean-Paul Dirago qui est là parmi nous, qui est aussi un élève de Piotr, maintenant directeur de recherche à Bordeaux. Et la collaboration est toujours continue. Il y a toujours, on sort toujours des articles ensemble. C'est une collaboration, c'est une relation internationale très vivante, très forte, qui était toute commencée, initiée par Piotr. Et je voudrais finir par une note un peu plus personnelle, une coda personnelle. Il y a 10 ans, Piotr me manque encore. Comme Piotr, je suis athée. Je ne crois pas à l'existence d'esprit après la mort. Mais dans une manière très rationnelle et très scientifique, il est toujours avec nous. Parce que chaque fois quand je trouve quelque chose d'intéressant dans ma recherche, surtout si c'est une chose qui peut relier la génétique mitochondriale avec l'évolution, avec des mécanismes généraux d'évolution, je me dis, oh, comme Piotr aimerait discuter ça, comme il aimerait écouter ça, comme j'aimerais discuter ça avec lui. Ça persiste toujours il y a 10 ans et je pense que ça va rester avec moi toute ma carrière. Bon, c'est tout. Merci. Je pense que le temps passe.
Vous saviez que les scientifiques étaient si bavards? Je pense que le temps passe, mais nous avons encore le temps de discuter avec vous. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Poser des questions à un de nos panélistes ou intervenir tout simplement? Merci. De nouveau, je voudrais laisser la parole à Piotr. Cette fois-ci, ce sont des extraits d'entretiens qu'il a accordés à la presse polonaise. Ça a commencé en 1965. Il a commencé en 1965 et le dernier entretien avec la presse polonaise a eu lieu en 2008. Donc là, il faut que je remercie tous mes traducteurs qui m'ont traduit non seulement tous ces entretiens, mais aussi la biographie polonaise de Piotr. Donc je pense à Barbara et Jan Brunner qui ne sont pas là pour des raisons de santé. Je pense aussi à Elisabeth Kilakowski qui est là, qui m'a beaucoup aidée. Et enfin, une autre absente pour des raisons de déménagement, mais à qui je dois énormément, c'est Christina Bourneuf. Donc voici, alors, en 1965, Piotr dit « J'observe les processus fondamentaux de la vie avec la naïveté d'un enfant, en utilisant en même temps les techniques d'un vieux tricheur. » En 1998, on lui pose la question « Que représente pour vous la pratique de la science ?» Il répond « Le plus grand plaisir du monde ». En 2001, il précise avec une petite provocation « Je réside au paradis car je ne cesse de combler ma curiosité et on me paie pour ça. » Encore en 2001, pour moi, la science dans son principe est cosmopolite. Je n'aime pas le terme international parce qu'il suggère que la science s'effectue entre les nations. Elle ne se situe pas entre les nations, mais au-dessus d'elles. Ensuite, alors la curiosité. Donc, toujours dans un entretien à la presse polonaise. La curiosité est le don du ciel le plus merveilleux, l'une des plus fortes motivations de l'homme. Par quoi commence l'histoire de l'humanité dans la Bible ? Le travail scientifique repose sur 3 choses, mais ça vous l'avez dit. La curiosité, la collaboration et la compétition. Ces 3 éléments sont indissociables et tous 3 également importants. Sans eux, il est difficile de faire des découvertes intéressantes. De nos jours, un scientifique ne peut pas être un solitaire. Une large collaboration entre chercheurs est une nécessité absolue. Et enfin, sans la concurrence, il n'y a pas non plus de progrès scientifique. En décembre 2008, il faut que la science soit un apostolat. La science n'a pas de but déterminé et son unique motivation est la conquête du savoir et la satisfaction de la curiosité. Stendhal a bien exprimé cela, le bonheur d'avoir pour métier sa passion. La science ne doit pas non plus être utile à quelque chose à brève échéance, évidemment. Ce qu'il en sera plus tard, personne ne peut le prévoir, bien que, à ce qu'il paraît, les accomplissements des sciences fondamentales puissent être utilisés en fin de compte. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Ça, c'est une autre affaire. Mais pour moi, la caractéristique fondamentale de l'être humain, c'est la passion. Alors, je voulais terminer, toujours en 2008, parce que c'est quand même son dernier entretien. Ah oui. Pour moi, la curiosité est la principale motivation. Quant au domaine dans lequel elle se réalise, ça, c'est comme il plaît à chacun. Moi, ce qui m'intéresse à présent, entre autres, c'est l'analyse formelle de la langue des génomes à la frontière entre la linguistique comparative et la crypto-analyse des chiffres.
Alors on lui dit, la linguistique vous intéresse? Ah ah, répond-il. Une conférence que j'ai donnée récemment en Pologne avait pour titre « Le code génétique et le chiffre génomique, savoir et pouvoir ». Le code génétique, c'est la transmission des informations contenues dans l'ADN. Le chiffre génomique, lui, nous dit comment l'utiliser. Depuis environ une dizaine d'années, je m'entretiens sur ce thème avec des mathématiciens et des informaticiens. Alors, pour terminer, je voulais simplement signaler pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je pense que je n'ai pas prévenu tout le monde, que grâce à un neveu informaticien, j'ai créé un site qui s'intitule www.lalettre-du-grec, tout en minuscule et tout attaché, .fr, dans lequel vous pouvez trouver tous les 6 numéros de la lettre du grec qui s'échelonnent entre 1992 et 1996. Et vous verrez, c'est intéressant, pas seulement pour des scientifiques, parce qu'il y a des tables rondes très intéressantes, et vous y trouverez aussi tous les laboratoires qui ont reçu une subvention et quel était le montant de cette subvention. Donc si vous voulez aller voir, c'est possible, vous pouvez les télécharger en PDF. Et puis, oui, alors, encore 2 toutes petites choses. À propos de l'enseignement, Piotr en a parlé dans son discours quand il a reçu la médaille d'or du CNRS. Il a évoqué les liens entre l'université et les laboratoires, donc entre l'université et la recherche. Et il a dit que c'était un exercice de style pas très original, mais quand même, moi je préfère le redire, on enseigne ce que l'on sait, on cherche ce que l'on ne sait pas. Et pour bien enseigner ce que l'on sait, encore faut-il réaliser tout ce que on ne sait pas. Et alors, encore un petit mot à propos de la modestie. Parce que Piotr ne disait pas « je ne suis pas un grand scientifique, mais un bon scientifique ». Il disait « je ne suis pas un grand chercheur, mais un bon chercheur ». Et le jour où il m'a dit ça, je lui ai dit « écoute, là peut-être tu fais une crise de fausse modestie ». Il ne m'a pas répondu, sauf par une anecdote, un entretien qu'il a eu avec Jacques Monod. Un jour, il pose la question, donc Piotr pose la question à Jacques Monod. « Jacques, es-tu modeste ?» Et Monod lui répond « Oui, je suis modeste, mais il y en a d'autres qui le sont plus que moi. » Donc c'était la conclusion de Piotr qui voulait me faire passer. Donc voilà. Je pense que nous avons encore un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si ce que je vais dire va à quelque intérêt, mais ça m'avait frappé quand Piotr m'avait dit que quand il était arrivé en France, il avait choisi de s'intéresser aux moisissures. C'est peut-être pas un terme scientifique, mais enfin, c'est celui qu'il a utilisé. Et il m'a expliqué que c'était un terrain qui n'était pas occupé par la recherche française, c'est comme ça que j'ai compris, et qu'il avait plus de chances d'avoir les mains libres pour développer sa recherche. Et ça m'a intéressé tout à l'heure quand vous avez dit que il n'y avait pas de généticien en France avant 1960. Ça m'a rappelé un peu ce qu'il m'avait dit sur cette remarque qu'il avait faite de s'intéresser à un terrain sur lequel il n'y avait pas encore beaucoup de concurrence et où un chercheur étranger pourrait trouver sa place. J'ai plusieurs fois entendu que Piotr était tout près du prix Nobel. Alors ma question est double. À quel stade, éventuellement, il aurait dû l'avoir et pourquoi il ne l'a pas eu? Oh Bernard. Si. Je ne suis pas le comité Nobel, hein, je ne sais rien. Non. J'ai entendu parler de ça.
quand il y a eu la découverte des introns. Donc ça, c'est l'histoire que je vous ai déjà dit sur les gènes entremêlés. Là, tous les gènes sont entremêlés entre eux. J'ai entendu parler de ça à ce moment-là. Piot n'a pas découvert les introns vraiment. Il a découvert des mécanismes génétiques qui, à la suite, sont devenus des introns, mais il n'a pas vraiment découvert les introns. Ceux qui ont eu le prix Nobel sur le sujet avaient découvert les introns du point de vue matériel. Ils avaient fait des expériences, voilà. Maintenant, le prix Nobel, il y a plus de gens qui ne l'ont pas que de gens qui l'ont. Hein. Ça, c'est... Il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils devraient l'avoir et qui ne l'ont pas forcément. Il y a un certain nombre de prix internationaux, dont le prix Nobel, qui sont pas toujours, quand vous regardez le détail de la science, ils sont pas toujours complètement justifiés. Il y a de l'inégalité, il y a de la chance, il y a un facteur chance là-dedans. Hein. C'est pas seulement un facteur. Évidemment, il y a des achievements, enfin, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a un facteur chance qui est pas non plus exclu. Donc la même chose était vraie pour Boris Efrussi, on disait la même chose. Évidemment, le prix Nobel, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur dans la société en général. Les scientifiques sont impressionnés par ça aussi, et il y a beaucoup de scientifiques qui aimeraient l'avoir, mais ce n'est pas le vrai signe de la connaissance par la communauté scientifique. Donc, tout près des prix Nobel, pas tout près des prix Nobel, je n'en sais rien, mais Piotr était véritablement très reconnu dans la communauté, et je pense que c'est ça qui compte. Attends, personne d'autre ne voudrait prendre la parole? Vous êtes... Bon. Donc il ne me reste qu'à remercier mes panélistes. Merci d'être là, merci pour vos histoires, merci pour vos souvenirs, pour votre analyse. Moi j'ai passé un excellent après-midi et j'espère que vous aussi. Bon, alors moi je vais te remercier toi, puisque tu as remercié les autres participants et l'Académie de sciences une fois de plus. Et tous ceux qui ont contribué à cet événement. Et je vous propose, c'est ça, de prolonger? Ah, d'accord. Un grand merci, mesdames et messieurs, de votre présence ici. Un énorme merci surtout à notre excellence grise, à Madame Krystyna Wina-Wersax, qui a été la force motrice de cette soirée, avec l'aide de Monsieur Karol Sachs et avec l'aide de Madame le professeur Ursula Hübner, à qui je remercie énormément, à qui je redresse mes remerciements énorme, mais un grand merci à nos participants, aussi à Monsieur le professeur Paweł Golik, à Monsieur le professeur Bernard Dujan, c'est pour ne pas me tromper, à Madame Aneta Gagnac-Golik, à Monsieur Marek Bejlin, à Monsieur le professeur Pierre Netter, et surtout à la fratrie Prince, à Madame Amélie, à Messieurs Ambroise et Clément, et à Marine Prince qui n'est pas là cette fois-ci, mais la prochaine elle va être avec nous. Et surtout un grand merci à Piotr Słonimski, justement pour le fait qu'il était là. Donc, je voulais vous remercier de votre présence. Je voulais vous inviter à continuer nos discussions, à continuer cet après-midi et cette soirée avec un verre de vin à la main. Mais avant cela, je vous invite aussi à passer dans notre hall pour voir une petite exposition, mais pas tellement petite en fait, de monsieur, non, le nom je vais sûrement écorcher, Alexei Kesoko. Désolée. Dans l'exposition, nous avons un énorme plaisir d'accueillir dans notre centre Monsieur Kesoko est diplômé de l'école polytechnique de Wrocław en physique, donc c'est un peu proche probablement à ce que Monsieur le professeur Słonimski faisait. Mais comme vous allez le voir, c'est une exposition concernant l'art, parce qu'il étudie maintenant à l'Académie de Beaux-Arts en art graphique. Et depuis l'âge de 17 ans, il a reçu énormément de prix pour son travail. Et surtout, il a reçu le prix
qui était la publication de son affiche pour l'une de nos colloques, Nouvelle Utopie en art. Et donc je vous invite justement à passer dans notre autre salle en passant par le hall. Mais surtout, un énorme merci à la science, à vous tous et à monsieur le professeur Piotr Słonimski. Un grand merci.